L'heure du journal de Virginie Gart. Bonjour Virginie. Bonjour, le calendrier se précise pour l'assainissement du dépôt de munitions de Mitholtz dans l'Oberland bernois. Bonne nouvelle pour les habitants de ce village qui repose sur une poudrière. Tous ne seront pas contraints de partir. Les États-Unis veulent passer la seconde pour contenir la montée en puissance de la Chine. Washington accueillera aujourd'hui les chefs d'État du Japon, de l'Inde et de l'Australie. Il s'agit de la première rencontre en personne des dirigeants du Quad, le dialogue sécuritaire entre les 4 pays. Ils ont croisé le fer pendant plus de 2 heures hier soir à la télévision française. À quelques mois de la présidentielle, le candidat de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, et le polémiste d'extrême droite, Éric Zemmour, ont étalé leurs désaccords. À Paris, notre journaliste nous livrera son analyse. Et il sera peut-être bientôt plus facile d'emprunter un chargeur à ses voisins, amis ou collègues. La Commission européenne veut imposer un chargeur unique. Elle invoque des avantages pour le consommateur, mais aussi pour l'environnement. Dans l'Oberland bernois, le calendrier pour l'assainissement du dangereux dépôt de munitions de Mitholtz se précise. Hier, la population a reçu de nouvelles informations. Tous les habitants ne devront pas forcément partir, mais la Confédération dédommagera toutes les personnes qui choisiront de le faire, Célia Berthollet. Le concept présenté par le département fédéral de la Défense repose sur 3 points. Consolider l'ancien dépôt de munitions pour les évacuer, protéger la voie ferrée et la route qui traverse Mitholtz et bien sûr mettre la population en sécurité. La Confédération a prévu des mesures d'accompagnement, mais elles n'ont pas encore été beaucoup sollicitées. Adrian Götzi, chef de projet. Les gens du haut de la commune ont peut-être du mal à demander de l'aide. Nous devons accepter qu'ils ne la demandent pas tout de suite et nous devons poursuivre le dialogue pour les accompagner au mieux. C'est que la délimitation des zones dangereuses n'est pas encore établie. Une modélisation a été réalisée. Elle doit désormais être appliquée à la géographie des lieux afin de les classer selon 3 différents niveaux de danger. Les personnes vivant dans les endroits les plus risqués devront déménager. Mais les dédommagements de la Confédération reste indépendant du niveau de danger, c'est ce que tient à souligner Adrian Götzi. Il y aura des personnes qui auront peur ou qui ne se sentiront pas en sécurité face à cette situation. Nous achèterons toutes les propriétés de celles et ceux qui souhaitent partir. Les premières maisons devraient être évacuées vers 2025 afin de permettre la construction des ouvrages de protection de la route et du rail. Le gros du déminage commencera en 2031 et durera une dizaine d'années. Plusieurs centaines de personnes ont manifesté hier à Berne contre les mesures anti-Covid et plus particulièrement contre le pass sanitaire. La police a utilisé des canons à eau et des balles en caoutchouc pour disperser des participants de cette manifestation non autorisée. Il s'agissait de la 8e manifestation du genre à Berne pour le seul mois de septembre. Un pass sanitaire qui divise aussi sur son aspect payant à partir du 1er octobre, un aspect sur lequel le Conseil fédéral pourrait revenir aujourd'hui. Une situation embarrassante pour lui qui illustre une gestion approximative de la crise depuis la rentrée. C'est votre commentaire, Stéphane Delory. Depuis la fin des vacances, le Conseil fédéral peine à convaincre avec ses nouvelles mesures de lutte contre la pandémie. Contraint de reculer sur les tests payants, le gouvernement semble chercher son chemin. En cumulant cette mesure avec l'extension du certificat Covid jusque dans les universités ou les cafés, il a commis une erreur stratégique. Il a perdu le sens de la proportionnalité. Alors que le gouvernement a toujours défendu une voie médiane à la Suisse, cette double peine est excessive. Excessive et à contretemps aussi, lorsque l'on voit que la pression des patients Covid sur les places de soins intensifs s'est stabilisée depuis plusieurs semaines. Le Conseil fédéral peine aussi à justifier sa décision tardive sur les nouvelles règles sanitaires aux frontières. Si l'obligation de test pour les non-vaccinés qui entrent en Suisse avait été en vigueur cet été déjà, eh bien une bonne partie des hospitalisations Covid auraient pu être évitées. Le Conseil fédéral devient moins lisible, il est aussi plus divisé, il a tout bonnement raté sa rentrée pandémique. C'était le commentaire de Stéphane Delory, chef de notre rubrique politique. On reste à Berne où hier le Parlement s'est opposé aux taxes sur les billets d'avion. Le Conseil national a enterré une série d'initiatives cantonales dans ce sens. Une majorité de parlementaires a jugé qu'il était prématuré d'agir après le rejet de la loi sur le CO2 en juin dernier. Joe Biden accélère son pivot stratégique vers le Pacifique. Oui, le président américain accueillera
accueillera aujourd'hui à la Maison-Blanche les chefs d'État du Japon, de l'Inde et de l'Australie. Il s'agit de la première rencontre en personne des dirigeants du Quad, le dialogue sécuritaire entre les 4 pays. Au cœur de leurs préoccupations, la Chine. Michael Pecker, vous êtes à Shanghai, organisé une semaine après la création d'une nouvelle alliance avec le Royaume-Uni et l'Australie. La tenue de ce sommet confirme le virage de Washington. Oui, un virage déjà tenté par Obama qui s'était retrouvé entravé dans sa stratégie par les crises au Moyen-Orient, notamment en Syrie et en Libye. Donald Trump, lui, avait également tenté de rediriger le faisceau sur la Chine, mais il s'était laissé distraire par ses nombreuses guerres commerciales. Joe Biden veut donc rattraper le temps perdu et accélère la cadence. Le retrait désordonné d'Afghanistan s'inscrit dans ce contexte. Délestée de ce poids, l'administration américaine s'engage désormais à renforcer le dispositif des alliances en Asie pour contenir la montée en puissance de Pékin. Outre des questions géostratégiques, le Quad, encore au stade embryonnaire, ambitionne de jouer un rôle économique et social dans l'Indo-Pacifique. Les 4 dirigeants devraient notamment aborder aujourd'hui la question de la production et de la distribution de vaccins anti-Covid pour concurrencer la Chine sur le terrain de la diplomatie sanitaire. Biden va de l'avant dans son approche multilatérale sans s'embarrasser des Européens, incertains dans leur stratégie vis-à-vis de Pékin. Les États-Unis ne veulent plus perdre de temps et entrent d'un pas décidé dans le siècle du Pacifique. Aux États-Unis, toujours, l'ex-policier américain Derek Chauvin a fait appel de sa condamnation pour le meurtre de l'Afro-américain George Floyd. L'homme avait été condamné en juin dernier à 22 ans et demi de prison. Hier soir, sur la chaîne d'information française BFM TV, Éric Zemmour et Jean-Luc Mélenchon ont croisé le fer. 2 visions politiques radicales, une de droite et une de gauche. Le premier événement médiatique d'une campagne présidentielle où les positions tranchées ne vont pas manquer. À Paris, l'analyse d'Alexandre Abbé. Image en direct, excusez-moi. On a suivi l'arrivée de Jean-Luc Mélenchon, suit désormais l'arrivée d'Éric. Sur BFM TV, le commentaire commence bien en amont, comme un soir de match au sommet, la préparation de l'un, l'état d'esprit de l'autre. Sur le ring, enfin, Éric Zemmour, pas encore candidat, est en pleine ascension, sondage hier. Jean-Luc Mélenchon, lui, est déjà en campagne, mais sa cote baisse. Le polémiste a besoin de la reconnaissance d'adversaires. Le leader de la France insoumise veut occuper le terrain contre l'extrême droite. Vous êtes un danger pour notre pays. Vous avez une vision rabougrie de la France, vous êtes un raciste, vous avez été condamné pour ça, vous êtes un homme qui professait une vision de la virilité extrêmement curieuse, extrêmement violente, c'est vous qui écrivez que les femmes sont le butin des hommes. La première moitié du débat est consacrée exclusivement aux thèmes zémouriens, immigration, islam, insécurité. Les Algériens qui ont bien connu la guerre civile nous le racontent, donc ne croyez pas que c'est moi qui pousse à la guerre civile et qui désire la guerre civile, au contraire. Je pense que nous éviterons la guerre civile que si nous prenons des mesures drastiques, par exemple expulsion des étrangers des prisons, par exemple déchéance de nationalité de tous les binationaux qui font des crimes et délits. La confrontation des 2 intelligences est érudite, elle accumule les citations mais reste abstraite, elle n'entre pas dans le quotidien des gens. La deuxième partie conduit Éric Zemmour sur des terrains moins connus de lui, la fracture sociale et la crise climatique. Chacun avance ses chiffres, déroule ses visions tranchées. Le temps de la nuance arrivera peut-être, sans garantie, plus tard dans la campagne. Vous n'avez pas honte de parler comme ça ? Pas du tout. Alexandre Abbé, RTS Info, Paris. Je vous signale que vous ne me laissez pas parler, monsieur Mélenchon. L'ancien président indépendantiste catalan Carles Puigdemont a été arrêté hier en Sardaigne. Oui, il était visé par un mandat d'arrêt européen. L'eurodéputé indépendantiste est en exil en Belgique depuis 2017 après la tentative de sécession de la Catalogne. Des juges sardes décideront aujourd'hui de sa libération ou de son extradition. L'une des 2 coulées de lave du volcan situé dans les Canaries a cessé d'avancer. L'autre coulée, par contre, dont la largeur atteint 500 mètres, poursuit sa progression, mais plus lentement qu'avant, ont ajouté les autorités. Plus de 6000 personnes ont été évacuées depuis l'éruption survenue dimanche sur l'île de La Palma. La Commission européenne veut imposer un chargeur unique. Objectif du projet présenté hier, qu'il n'existe plus qu'un modèle compatible avec n'importe quelle marque, génération de téléphone ou type d'appareil. Pour Solange Gernauti, spécialiste des nouvelles technologies à l'Université de Lausanne, c'est une victoire pour les consommateurs, mais aussi pour l'environnement. Le numérique a une pollution invisible fondamentale. Et nous, consommateurs, en Europe notamment, nous ne le voyons pas parce que les matériaux nécessaires à la fabrication sont extraits ailleurs, la pollution générée se trouve ailleurs, et pourtant nous sommes aussi co-responsables de cette surconsommation numérique. Et donc toute initiative, régulation qui va dans le sens de moins consommer, de moins gaspiller, va être favorable. Alors les fournisseurs vont s'adapter aussi à cette logique et à cette demande du marché et des utilisateurs pour continuer à avoir du profit, peut-être d'une autre façon.
Des propos recueillis par Cléa Favre et le projet doit encore recevoir l'aval des eurodéputés et des États membres. La Suisse pourra probablement en profiter par ricochet. Les éditeurs suisses souhaitent un cadre légal sur ce qu'on appelle les droits voisins. Oui, les droits voisins, c'est la rémunération par les plateformes comme Google, par exemple, en échange de la reprise des contenus des médias. Des propos tenus lors du Swiss Media Forum à Lucerne qui s'est tenu hier par Marc Walder, le patron du groupe Ringier. La conseillère fédérale Simonetta Sommaruga avait appelé de ses vœux une collaboration des éditeurs dans ce domaine. Et la ville de La Chaux-de-Fonds, elle, renforce sa communication. Elle lance un journal. Il s'appelle Le Tourbillon et sera distribué dans 21 000 boîtes aux lettres. Une version en ligne sera également accessible. Mais pour Théo Huguenin-Élie, conseiller communal en charge du service de l'information, il était important d'avoir un journal imprimé à envoyer à la population. Les réseaux sociaux ont un immense avantage. C'est la rapidité de l'information, de la réactivité, de l'échange, de nous adresser aussi à un certain type de population. Mais justement, c'est là d'une certaine manière que le bas blesse, parce qu'on ne s'adresse avec les réseaux sociaux qu'à un certain type de population. Lorsque vous publiez un journal papier, eh bien, c'est l'ensemble de la population qui le reçoit et qui est de fait mise au courant de ce qui se passe en ville. Des propos recueillis par Déborah Solbank. Donc le journal Le Tourbillon en hommage à la tradition horlogère de la cité, mais tourbillon, Eric, c'est aussi... Tourbillon, c'est beaucoup de choses. Bon, je vous aide, parce qu'effectivement, c'est beaucoup de choses. C'est aussi un stade de foot. Ah bah oui, bien sûr. Bien entendu, oui. Celui qui est situé à Sion, ce qui me permet de faire la transition avec le football, puisque Sion ne s'est pas rassuré à 100% après sa défaite 4-0 en Coupe de Suisse le week-end dernier. Hier soir à Tourbillon, justement, les Valaisans ont été tenus en échec 1-1 par Lucerne en match de Super League. Et dans l'autre match de la soirée, même score entre Lugano et Grasshopper, 1-1. J'aurais dû la voir venir. Celle-là, je vous ai complètement laissé tomber sur cette transition. Désolé. C'est pas grave. On fera mieux lundi. Merci Virginie Guérard.